Bon, on va peut-être commencer. Sarah nous rejoindra. Elle nous rejoindra, Ça, effectivement. voilà, pour pour tenir quand même à peu près Le timing. le timing. Voilà. Bon, bah alors, bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire. C'est une étape de plus dans cette préparation au hackathon. On dit souvent qu'un hackathon, c'est comme un marathon et vous le retrouvez dans le nom et c'est pas pour rien. Donc ça fait quand même quelques mois qu'on se prépare. Et là, on nous a proposé d'assister à un webinaire autour de la donnée spatiale et du management de la ressource eau. Et donc, on accueille 3 invités qui ont chacun, qui sont chacun des collaborateurs de start-up. On a fait ça pour vraiment vous inspirer, pour vous donner des exemples concrets en fait, de projets qui sont allés vraiment très loin, hein, qui sont devenus des entreprises autour de cette ressource qu'est l'eau, cette ressource essentielle qu'est l'eau. Dans le hackathon, là, on a choisi effectivement de vous présenter 3 projets d'entreprise. Ça, ce sera la première partie du webinaire. La deuxième partie, on accueillera une intervenante de l'ESPA pour vous présenter effectivement quelles sont ces données, comment sont produites ces données et comment sont fournies en fait aux entrepreneurs, chercheurs, à la société ces données. Voilà. Pour rebondir sur ce que dit Catherine, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le SPA, à ne pas confondre avec l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne. Le SPA, c'est une agence de l'Union européenne pour le programme spatial. Et donc, ils mettent en œuvre un ensemble d'initiatives, dont les Cassini Hackathon et j'en passe. Et donc, c'est des données publiques, des jeux de données publics issus des programmes spatiaux Copernicus, Galileo. Et donc, ils mettent également à disposition des ressources pour pouvoir apprendre à utiliser ces jeux de données-là pour pouvoir les utiliser dans plusieurs projets de manière très diverse. Alors, on va commencer par un petit tour de table pour nous présenter tous les deux. Et après, on laissera la parole longuement à nos intervenants. Donc, je te laisse la parole parce que tu l'as déjà fait, mais là, c'est enregistré. Exact. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Andrés de Almeida et je suis le responsable de l'incubateur de start-up de l'ISU, donc l'International Space University, qui est basé à Strasbourg en France. Et moi, je suis Catherine Mosser, je collabore dans une association qui s'appelle Alsace Digital et qui est basée à Strasbourg et qui co-organise le hackathon. Le hackathon est également co-organisé par le pôle Aquanova et donc vous avez certains de ses collaborateurs qui sont également présents en ligne. Vous pourrez également leur poser plein de questions. Mais tout de suite, je laisse la parole à effectivement Jérémy, Élodie et Sarah qui nous rejoindra très rapidement. Si vous pouvez, dans ce premier petit temps, voilà, vous présenter, nous présenter effectivement l'entreprise que vous avez développée et comment est-ce que la question de l'eau est au cœur en fait de votre entreprise. Donc Sarah arrive tout pile. Bon timing. Ah, c'est une catastrophe, je ne peux pas arriver à destination. Hein. Ah, mince, tu es arrivé à te garer? Là, je me suis garée à côté du conservatoire, mais ça n'avance pas du tout. Bon, ne t'inquiète pas, tu nous rejoins quand tu es là. On a dit qu'on commençait le tour de table, pas de problème, ne t'inquiète pas. Ok, donc j'essaie de reprendre la route. Si tu es bien garé, tu peux rester avec nous. Ok, c'est bon, je suis bien garée. Parfait. On en était au tour de table, et enfin à ce tour d'écran plutôt, et on vous proposait de vous présenter et de présenter effectivement votre entreprise. Jérémy, si tu veux prendre la parole en premier. Ouais, je veux bien commencer. Ça vous dérange pas de couper le micro dans le tour? Voilà, super, merci. Ça évitera juste le retour parce qu'il y a un retour à chaque fois pour tous les participants. Du coup, je me présente, Jérémy Foisil. Je suis responsable produit de la société Kiermap. On est basé en Bretagne, c'est évident. Je suis pas fondateur de la société, je suis responsable produit, je les ai rejoints il y a 2 ans maintenant.
pour les aider à développer une offre sur justement toutes les problématiques agricoles, parce que je suis ingénieur agronome de formation, et notamment tout ce qui est autour des couverts végétaux et de l'usage de l'eau en agriculture. Donc je vous présenterai un peu plus tard des cas d'usage de l'exploitation de données satellitaires et données spatiales pour la gestion de l'irrigation en agriculture. Élodie. Je laisse la parole à Élodie. Ouais, alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que malheureusement les halls de gare, c'est pas le milieu le top pour le son. Il y a des choses qui sonnent, donc je vais peut-être essayer de me décaler tout à l'heure. Bon, bref. Donc enchantée, moi je suis Élodie Cheba, je suis l'une des 2 fondatrices de la société Lilae. Nous, on est basé dans les Hauts-de-France et ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne la gestion de l'eau. Ça passe par le développement de robots qui font du suivi de qualité de l'eau en temps réel sur nos milieux naturels, l'interprétation des données, bien sûr, et puis tout l'accompagnement des acteurs pour les former, les sensibiliser et accompagner les plans d'action ensuite pour préserver nos milieux aquatiques. Merci Élodie. Et Sarah? Alors, je suppose que c'est à mon tour. C'est ça. Alors, je suis désolée, je suis dans ma voiture, c'est une galère pas possible. Et mon ordinateur vient de mettre un signal comme quoi j'ai plus de batterie. Donc je vais après switcher sur mon téléphone. C'est vraiment la catastrophe. Mais en tout cas pour la présentation, donc moi je suis chef de projet et consultante chez Watershed Monitoring Europe. On est une société qui a été internationalisée grâce au concours Explore de l'Eurométropole de Strasbourg, car à la base on est une société québécoise. Et nous, la société s'est fondée sur la base du développement d'un software as a service qui s'appelle Enki, qui permet la gestion de la donnée sur la qualité et la quantité de l'eau à l'échelle du bassin versant. Et à partir de cette donnée qui est une gestion intégrée de cette donnée, on va la revaloriser et faire en sorte qu'elle soit utilisée pour des modèles prédictifs, des analyses de vulnérabilité, etc. La société a pu s'internationaliser en France, ici à Strasbourg, grâce à la collaboration avec le groupe Scalian et l'Agence spatiale européenne pour le développement d'un service prédictif des conditions favorables aux efflorescences de cyanobactéries en utilisant l'IA et l'imagerie satellitaire. Merci Sarah. On reviendra pour ceux qui n'ont pas tout compris. On reviendra. Ou est-ce que je suis toute seule qui n'entend pas, mais... Ah, voilà, on me remet mon micro. C'est bon. Donc je disais, bien sûr, on reviendra de façon plus détaillée à toutes vos présentations. Et on commence tout de suite, en fait, par la présentation de cas d'usage concret. Quelles données spatiales, en fait, vous utilisez et à quel moment vous les utilisez voilà, c'est aussi important pour nous de savoir à quel moment vous vous êtes dit, bon, ben nous, ces données spatiales, elles sont là, on a détecté cette problématique. Comment on met en face d'une problématique l'usage des données spatiales? À quel moment ça se passe? Et vous avez sans doute chacun une expérience différente. Sarah, si tu veux, on te laisse passer sur ton téléphone si tu es plus sereine et on redonne la parole à Jérémy. Voilà. Merci. Alors, concernant CareMap, c'est assez simple parce que la raison d'être de CareMap, c'est l'interprétation des données satellitaires à partir de modèles d'intelligence artificielle. Donc, on travaille que avec des données issues des satellites du programme Copernicus notamment, mais aussi des données Landsat ou des données plus résolues. En fait, l'origine de CareMap, c'était d'abord sur des orthophotos d'IGN, développer des modèles de détection de la végétation, dans le cadre notamment des communautés de communes ou des villes qui souhaitaient mettre en place des programmes de reverdissement de leur centre-ville. Et au fur et à mesure, on s'est mis à l'exploitation des données satellites. On a produit une grosse plateforme qui s'appelle Nimbo, sur laquelle vous pouvez aller et créer un compte gratuitement qui permet en fait de voir le globe désennuagé tous les mois. On produit une mosaïque désennuagée tous les mois de la planète. Et ça sert ensuite, ces images nous servent et sont exploitées dans les produits qu'on développe actuellement pour l'agriculture. Et notamment, comme je le disais tout à l'heure, pour le suivi de tout ce qui est couverts végétaux ou irrigation. Et donc, nous, notre spécialité, c'est vraiment le traitement des données satellites, le développement de modèles IA basés sur ces données. Et donc, depuis l'origine de CareMap, j'ai envie de dire, on travaille sur ce type de données.
Et Jérémy, pour qu'on comprenne un peu mieux, quels sont les types de clients que vous avez? Ah, il m'a démuté. Pour qu'on comprenne un peu mieux, quels sont les types de clients que vous avez? Ouais. Aujourd'hui, typiquement, dans l'analyse des images satellites pour l'agriculture, on va dire qu'il y a deux grandes catégories de services. Des services vraiment pour les agriculteurs où c'est ce qu'on appelle les outils de gestion parcellaire, où les agriculteurs vont pouvoir gérer vraiment très finement la parcelle et l'intra-parcellaire, hein, tout ce qui est plan de fumure, les risques de phytosanitaire, où il y a vraiment une précision très accrue, mais on est sur des territoires limités. La spécialité de Carmap, c'est vraiment le traitement massif des données. C'est pour ça que cette plateforme Nimbo, si vous allez, vous voyez, c'est vraiment sur le globe entier qu'on produit de la donnée tous les mois. Et donc, on est positionné aujourd'hui sur l'analyse de grands territoires. L'exemple que je vous montrerai tout à l'heure, c'est pour le ministère de la Transition écologique et pour le ministère de l'Agriculture. On a développé ça avec le soutien du CNES, cette plateforme. Mais on est sur l'analyse de toutes les parcelles de France. Tous les mois, même toutes les quinzaines, on produit des données sur toutes les parcelles de France. Et on en reparlera, mais c'est aussi ça qui soulève certaines difficultés par rapport au modèle qu'on développe, c'est qu'il nous faut des données aussi sur toutes les parcelles de France. Donc aujourd'hui, c'est des agences gouvernementales, mais aussi des agro-industriels. On accompagne des grands agro-industriels comme Nestlé, McCain et plein d'autres, des grosses coopératives aussi sur ce qu'on appelle des programmes d'agriculture régénératrice. Donc ils mettent en place des nouvelles filières où les agriculteurs vont avoir des pratiques plus durables, notamment pour le sol, pour la conservation des sols. Et nous, on intervient en fait comme fournisseur de données de référence qui vont permettre, avec un exemple assez simple, par exemple, un des leviers de ces programmes, c'est de maximiser la couverture des sols. Alors, ça a aussi un impact d'ailleurs sur l'eau, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Mais cette maximisation de la durée de la couverture du sol, il faut pouvoir la mesurer, il faut pouvoir la mesurer pour tous les agriculteurs qui sont engagés dans ces programmes. Et surtout, là, la donnée satellite a un fort intérêt, c'est qu'elle va permettre à la fois de mesurer, par exemple, la durée de couverture des agriculteurs qui sont dans ces programmes-là, mais aussi fournir une donnée de référence, parce que comme on est capable d'analyser ces mêmes indicateurs sur toutes les parcelles d'un département ou d'une région, on va pouvoir donner à ces agro-industriels ou ces coopératives des références qui vont être justes pour les agriculteurs, parce qu'elles vont varier en fonction du contexte climatique de l'année. Elles vont être spécifiques aussi à la région dans laquelle on les analyse. Et du coup, par exemple, sur ces programmes-là, sur des programmes, j'en parlerai aussi sur l'eau, parce qu'on accompagne des PSE, c'est des paiements pour services environnementaux, mais la logique de tous ces programmes avec les agro-industriels et les coopératives et des agences de l'eau, c'est de rémunérer les bonnes pratiques. On n'est plus sur une logique d'aller mettre des amendes sur les agriculteurs qui ne respectent pas certaines pratiques, mais plutôt d'aller favoriser les nouvelles pratiques en les rémunérant davantage. Et donc la donnée satellitaire, en fait, est utilisée pour mesurer la performance des agriculteurs, la comparer à des régions, et donc cette référence va, comme je disais, varier et être juste pour les agriculteurs. Une année compliquée, ça sera compliqué pour tout le monde, et la référence sera adaptée. Et donc, elles sont vraiment utilisées, elles ont un impact économique, puisque ce sont elles qui font que les agriculteurs, en fin de campagne, reçoivent ou non les primes. Et donc aujourd'hui, on est vraiment sur ce positionnement d'analyse massive pour de grands groupes, à l'échelle de grands territoires. Je parle de la France, mais on le fait pour toute l'Europe. On commence à travailler sur des projets pour la Banque de France sur la Chine, les États-Unis, le Brésil. Donc on a vraiment aujourd'hui, en tout cas sur les données satellitaires et notamment le programme Copernicus, la chance d'avoir de la donnée qui est acquise très régulièrement et sur tout le globe. Merci Jérémy. Merci Jérémy. Alors effectivement, pour pas toujours prendre le même ordre, mais c'est surtout parce qu'il y a aussi un côté international. On peut peut-être passer la parole à Sarah pour rebondir aussi sur ces données Copernicus et sur comment tu les as intégrées dès le départ. Est-ce que c'est vraiment la pollution qui a été… l'envie de lutter contre la pollution, tu vas revenir et rendre cette eau, la qualité de l'eau comme pouvant être gérée, en fait, qui t'a poussé à utiliser les données spatiales, où tu t'es dit, les données spatiales, c'est hyper important, il faut qu'on puisse les valoriser. Voilà, on te laisse t'exprimer sur l'histoire.
Ok, en fait, nous, ce service prédictif, il faut savoir que les cyanobactéries, ce sont des micro-organismes qui ont toujours existé à la surface de notre globe. C'est d'ailleurs grâce à elles qu'on a de l'oxygène dans l'atmosphère. Mais là, on est dans un contexte de réchauffement climatique et d'apport intense de nutriments dans l'eau. Donc, c'est un sujet qui touche la planète en entier, tous les plans d'eau. En fait, le problème avec les cyanobactéries, c'est qu'elles prolifèrent. Ça crée des zones sans oxygène dans les plans d'eau. Et également, le problème des cyanobactéries, c'est qu'elles produisent des neurotoxines. Donc, ça devient de plus en plus difficile à gérer, que ce soit pour les zones de traitement d'eau potable, pour les industriels, parce qu'elles ont tendance, lorsqu'elles prolifèrent, à abîmer certains process. Et pour les plans de baignade, avec l'effet pervers que avec le réchauffement climatique, les personnes qui vivent dans des zones pas proches de la mer, etc., vont avoir envie d'aller sur les lacs, par exemple, mais qui sont de plus en plus touchés par ces efflorescences de cyanobactéries et qui, du coup, se retrouvent devant des plages fermées. Donc là, globalement, les gestionnaires de l'eau travaillent dans l'urgence. En fait, il s'avère que les institutions publiques font des prélèvements réguliers pour suivre ces efflorescences de cyanobactéries, mais il faut savoir qu'elles ont un hydrodynamisme extrêmement variable. Elles peuvent apparaître en une demi-heure, disparaître en une journée et rendre l'eau extrêmement toxique tout en passant inaperçue ou alors rester pendant des semaines. Et c'est là où on en vient aux données satellitaires parce que du fait de leur dynamisme aussi compliqué, on a besoin de comprendre pourquoi et comment, quels sont les facteurs environnementaux qui vont favoriser ces efflorescences. Et ça, c'est typiquement des fois spécifique à un réservoir d'eau donné, à un bassin versant donné. Donc, on a besoin d'énormément de données et aussi de retranscrire les patterns derrière ces facteurs environnementaux j'ai des fois le syndrome de Jean-Claude Van Damme, je dis souvent, j'ai les mots en anglais et plus en français, c'est terrible, mais qui poussent vers les efflorescences de cyanobactéries. Et c'est là que l'imagerie satellitaire entre en jeu, parce que grâce à l'imagerie satellitaire, on a une résolution spatio-temporelle qui nous permet à terme d'avoir un service prédictif, mais en plus, ça nous permet de faire une analyse historique, de retourner dans le passé. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous permet de voir l'évolution des plans d'eau, mais aussi d'engranger un certain nombre de données et d'informations qui sont extrêmement importants pour notre modèle IA. Merci Sarah. Merci Sarah. L'imagerie satellitaire, on ne peut pas combler. Ouais, et on reviendra sur cette question. Les trop de données qu'il y a dans les bases. Ouais, et on reviendra sur cette question de qualité en fait de l'image parce qu'avec Jérémy, vous utilisez effectivement beaucoup les images satellitaires et du coup, comment vous avez, pardon, je dis 3 fois du coup, mais, mais comment vous avez pu avancer aussi sur l'expression des besoins, la résolution de ces images et comment vous continuez à progresser dans la finesse en fait de vos modèles. Élodie, à toi de nous raconter effectivement l'utilisation des données et quel type de données vous utilisez chez Lilae. Alors effectivement, nous on a une histoire un peu différente avec les données satellitaires puisque chez Lilae on a des robots qui font du suivi de qualité de l'eau en haute fréquence, donc c'est-à-dire des capteurs qu'on déploie sur les milieux et qui vont faire des points d'analyse très rapprochés. Lorsqu'on a été accompagné par les ABIC, donc l'incubateur de l'Agence spatiale européenne, au démarrage, c'est tout simplement parce qu'on avait un besoin de précision GPS. Donc c'est aussi la technologie satellitaire en support à de la qualité de l'eau et pas du tout comme ce que vous avez pu entendre jusque maintenant, puisqu'on avait vraiment des besoins très précis en fait, de suivre, de traquer la pollution et ça passait par de la géolocalisation, tout simplement. Nous, on intervient sur avec des entreprises et des collectivités, puis aussi au sein des projets de recherche. Et donc, avec les collectivités ou les projets de recherche, on a à chaque fois, le projet, c'est aussi d'aller plus loin. Et pas simplement comprendre la qualité de l'eau, l'état écologique de la masse d'eau, mais aussi accompagner plutôt
l'aménagement autour de la masse d'eau, comment je peux la rendre plus résiliente. Et donc, lorsqu'on touche à ces sujets-là, on a besoin de croiser nos données prises sur place, sur site, avec d'autres données qui influent cette qualité de l'eau, tout simplement. Donc, l'une des données qu'on utilise le plus, c'est les données météorologiques. Parce que on fait du tracking aussi de rejet d'eau pluviale. Voilà, on analyse aussi tout l'impact du bassin versant sur la masse d'eau avec ces données météo. Et puis sur plusieurs projets de recherche, on va jusqu'à croiser justement pour faire du transfert, apprendre un peu plus à mieux connaître nos polluants, comprendre comment ils se transfèrent de masse d'eau en cours d'eau, etc. Donc voilà, on utilise cette technologie spatiale en support à de la prise de données in situ, ce qui n'est pas on n'était pas nombreux à le faire comme ça. Souvent, on le fait à l'inverse, mais voilà, c'est le chemin qu'on a choisi. J'attends juste que le micro soit démuté, le nôtre. Voilà. Merci pour ce premier retour. On voit bien qu'effectivement, il y a deux cas de figure. Il y a un cas de figure où vous utilisez la valeur ajoutée même de l'entreprise, elle est basée sur la donnée, et un autre cas de figure où la donnée permet un meilleur service. Les données spatiales sont là en fonction support quelque part et pas au cœur même de la technologie qui est la vraie valeur de l'entreprise. Et alors, Andrés, tu avais une question? Mais exactement, moi je voulais revenir sur plutôt la question de la résolution des données que vous utilisez, parce que là j'en ai beaucoup entendu parler de Copernicus, c'est un jeu de données, donc j'ai envie de dire de programmes spatiaux européens et donc public et donc accessible à tous. Est-ce que, jusqu'où vous pensez que c'est pertinent d'utiliser ce type de données-là? Est-ce que vous avez jugé pertinent d'utiliser d'autres sources de données satellites payantes pour des questions de résolution? Et notamment, je dis ça parce que les participants, pour le coup, ils seront très vraisemblablement encouragés à utiliser des données publiques. Et que leur diriez-vous en termes de si un projet c'est vraiment faisable en n'utilisant que ce type de données spatiales? On peut vous donner la parole, hein, mais vous pouvez aussi… Par exemple, on peut commencer par Jérémy, si tu veux bien. Ouais. Concernant CareMap, on a vraiment basé une bonne partie de nos produits sur la donnée Sentinel-2 et Sentinel-1. Donc, on a des produits notamment, alors c'est pas forcément lié à l'eau, mais sur tout ce qui est détection de changement, où on compense une faible résolution spatiale par une haute résolution temporelle. Où par exemple, des changements, on va être capable d'éliminer beaucoup de faux positifs parce que comme on a une grande résolution temporelle, on va pouvoir s'assurer que ces changements sont stables dans le temps. Et donc là, ce qui est vraiment important dans ce cas-là, c'est la résolution temporelle. Mais effectivement, la résolution spatiale, comme elle est limitée, je vous donne un exemple, mais c'est sur tout ce qui est changement urbain, il y a des plans qu'on appelle les PCRS qui doivent être mis à jour. Et l'échelle de ces plans-là, c'est des orthophotos à 5 cm. Donc là, du Sentinel-2, c'est pas possible. On a beau faire tout ce qu'on veut, c'est pas possible. Après, on vient de mettre en ligne, donc je vous parlais de notre plateforme Nimbo qui fait c'est mosaïque sur l'ensemble du club. On vient de mettre en ligne et on va présenter le 16 octobre prochain pendant un webinaire la super résolution. Donc en fait, à partir d'algorithmes d'IA, on arrive aujourd'hui à créer des images à 2,50 m. Donc on passe de 10 mètres à 2,50 m et ça sur l'ensemble du globe. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va nous aider, notamment sur tout ce qui est suivi des parcelles, des limitations des parcelles, mais aussi suivi des haies qui ont un rôle par exemple dans le transfert des produits phytosanitaires et donc la protection de la ressource en eau. Et donc aujourd'hui, pour répondre à la question, on va plutôt sur le développement d'algos qui vont nous permettre d'exploiter encore plus la donnée Sentinel, qui est une donnée gratuite, et qui permet de développer des produits qui sont avec des modèles économiques beaucoup plus intéressants pour nous et pour nos clients. Mais malgré tout, sur certains sujets, on est dépendant de données plus résolues. Et aujourd'hui, pour vous donner un exemple, je parlais tout à l'heure de l'origine des CareMap sur la détection de la végétation en ville, c'est les orthophotos. Et donc, on a déjà eu des projets pour démontrer qu'on était capable de faire la même chose avec des satellites type Pléiade ou même avec du Spot.
Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est intéressant, mais le gros problème, c'est le coût de ces images. Et comme je vous l'ai dit, comme Carmap, on est vraiment positionné sur cette analyse de territoire, cette analyse massive. On rentre tout de suite, l'impact économique, il est très important parce qu'on n'est pas sur des petites zones, l'acquisition de petites zones, on est sur l'acquisition, par exemple, des territoires entiers. On a discuté avec Constellar, qui est une société qui a mis en orbite une constellation de satellites qui fait de l'analyse thermique. Hein. Et là, c'est pareil, hein, c'est que le coût des images, quand on veut avoir ces images-là sur l'ensemble du territoire français, malheureusement, c'est pas viable pour le modèle de Carmap. C'est très intéressant pour des analyses très localisées. Mais donc aujourd'hui, en tout cas, côté Carmap, on parle plus sur améliorer la donnée déjà disponible avec des LIA que sur des satellites plus résolus. Merci. Et Sarah, avant de te passer la parole pour répondre à la même question, si les données de type Copernicus vous sont suffisantes aujourd'hui pour mettre en place le modèle de Watershed Monitoring. Juste Jérémy, si tu pouvais définir ce que c'est orthophoto pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne sont pas experts dans le domaine. Oui. Donc la donnée satellitaire programme Copernicus, l'orthophoto sont des acquisitions qui sont faites par avion, sont des vols qui sont commandés par l'IGN, qui ont une meilleure résolution, qui sont en général disponibles sur le site de l'IGN. C'est aussi pendant ces vols-là, souvent qu'il y a des acquisitions LIDAR, on va pouvoir avoir des modèles de terrain très précis. Donc ce sont des photos aujourd'hui à 20 cm qui sont sur l'ensemble du territoire français, mais on va dire qu'il y a un tiers des départements français qui sont couverts chaque année. Donc c'est pas une donnée qui est renouvelée fréquemment. On a une photo, une date par département tous les 3 ans. D'accord, merci. On n'a pas entendu. Merci. Sarah, oui. Est-ce que tu pourrais répondre à la question? Oui, alors je rejoins Jérémy sur le modèle économique effectivement de nos services qui utilisent à l'heure actuelle les données satellitaires qui sont gratuites. C'est important à la base pour monter le modèle IA de comprendre l'imagerie satellitaire dont on a à disposition en premier plan celles qui sont gratuites. Et ça permet aussi d'identifier les besoins et les gaps, parce que par exemple, pour le milieu agricole, les bandes spectrales utilisées sur les satellites aujourd'hui de Copernicus peuvent être suffisantes, mais par exemple dans l'eau, qui sont des milieux très optiquement actifs, on a pu identifier des manques dans l'imagerie spectrale actuelle. Et du coup, on est en collaboration avec l'Agence spatiale européenne en disant, bah voilà, pour nos modèles, ça serait bien qu'on ait ce type de bande spectrale parce que c'est plus spécifique aux cyanobactéries, parce qu'à l'heure actuelle, on peut capter la chlorophylle A et encore, il faut qu'on ait aller dans un lac qui n'est pas riche en matière organique dissoute, par exemple. Et ce n'est pas assez spécifique aux cyanobactéries et donc à notre question. En plus, il a le côté spatio-temporel. Chaque satellite va avoir sa résolution spatiale et temporelle qu'on arrive à coupler pour arriver à un modèle prédictif de 1 à 3 jours avant un événement potentiel. Mais comme je l'ai dit au tout début, les phénomènes d'efflorescence de cyanobactéries ont un dynamisme extrêmement variable. Donc, ça peut être compensé par soit des données in situ, comme les produits que, par exemple, peuvent proposer l'ILAE, ou alors à d'autres technologies type drone, par exemple. Mais ça demande encore des autres modèles économiques, des expertises qui sont très spécifiques. Donc, ce n'est pas viable à terme. En fait, à terme, c'est sûr que pour avoir un modèle de plus en plus proche de la perfection, on sera amené à peut-être utiliser certaines imageries payantes, notamment aussi des données hyperspectrales, qui pourront permettre de plus distinguer la spécificité des cyanobactéries. Mais malgré tout, l'utilisation de l'imagerie satellitaire gratuite et notamment pour construire un historique d'un lac donné est extrêmement intéressante et importante pour mener à bien ce type de projet et justement proposer avec des clients potentiels qui seraient devenus des early adopters de dire, bah voilà, à l'heure actuelle, notre modèle, il est comme ça, mais avec l'ajout de vos données personnelles, on peut améliorer le modèle et avoir, si on a besoin, de plus tard,
de l'imagerie payante, mais pour le moment, c'est pas le cas. Merci beaucoup Sarah. Et justement, tu as fait parfaitement la transition parce que justement, on voulait vous demander à tous les trois si, en plus des données satellites, vous utilisiez d'autres types de données, notamment au sol, et de quelle manière ça complète la solution pour pouvoir proposer quelque chose de qualité. Elodie, tu voudrais commencer Nous, forcément, ce qu'on propose à la base, c'est des données in situ. Pourquoi? Parce que, alors, il faut savoir, quand on intervient, des fois, on intervient aussi sur des marques forestières ou sur des rues, dans les marais, des choses comme ça, des milieux vraiment très difficiles d'accès. Donc déjà, ne se baser que sur l'imagerie satellitaire, pour nous, c'était pas possible au vu des clients qu'on ciblait. Et puis donc, pour compléter, pareil, on utilise chez Lilae que des données gratuites, tout simplement parce que c'est un support à nos outils au sol. Et souvent, lorsqu'on intervient avec dans des projets de recherche, on est déjà plusieurs partenaires à se partager le budget ou auprès des petites collectivités. Le suivi de données au sol, mine de rien, représente déjà un sacré coût. Donc on fait tout aussi pour alléger le coût qui sera ensuite à faire payer au client final, qui est souvent du public. Nous, sur les données au sol, outre nos données à nous, on va chercher à tout récupérer. Tout ce que la collectivité peut récupérer, on va le récupérer. On travaille avec les agences de l'eau pour avoir aussi parce que les agences de l'eau sont quand même producteurs de données, donc on travaille en collaboration avec eux sur ces sujets-là. On va regarder aussi si la collectivité n'a pas d'autres systèmes de prélèvement sur son territoire, s'il y a des industries qui sont des fois obligées de suivre sur des dossiers d'autosurveillance. Des industries sont obligées de suivre certains de leurs rejets, les stations d'épuration également. Donc tout ce qui peut être accessible par la collectivité, plus ou moins sur confidentialité et des fois en fonction des sources, on va le prendre, le bouliner, puisque le but c'est vraiment de croiser, de mailler un maximum de données pour avoir la meilleure compréhension possible de ce qui se passe dans la masse d'eau. Très bien. Jérémy, je ne sais pas si tu voulais dire un mot justement par rapport à des données complémentaires que vous utilisez en plus des données spatiales et qui rendent finalement votre solution complète. Oui, tout à fait. Alors, notamment le sujet de l'irrigation de l'eau aujourd'hui, on est totalement dépendant des données in situ et des données de terrain pour entraîner le modèle parce qu'on est sur l'apprentissage supervisé. Donc, il faut qu'on ait des données labellisées. Et c'est la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, justement, sur ces modèles-là, c'est d'avoir de la donnée de qualité, parce qu'on parle de sujets qui sont des fois un peu compliqués, l'irrigation. On avait travaillé avec des coopératives ou avec des déclarations agriculteurs, et en fait, on se rendait bien compte qu'une bonne partie du jeu de données n'était pas de qualité. Et du coup, ces données-là elles sont aussi compliquées à collecter. Savoir si une parcelle est irriguée au cours d'une campagne qui peut durer 6-8 mois, c'est compliqué. Et quand on travaille à l'échelle à laquelle on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire à l'échelle du pays entier, il faut collecter de la donnée sur un horizon temporel large, plusieurs années, plusieurs régions. Et donc c'est ça qui rend les modèles d'IA qu'on développe sur ce genre de sujet compliqués à renforcer pour qu'ils soient suffisamment génériques, suffisamment solides pour que sur de nouvelles années, la future campagne 2026, on ait suffisamment confiance dans les résultats. Donc la donnée de terrain, elle est au cœur, nous, de nos modèles, que ce soit sur l'irrigation, mais aussi, je pense à la biomasse. La biomasse, il faut aller peser les cultures, peser les intercultures, les emmener au laboratoire, et c'est ces données-là qui servent à entraîner nos modèles. Merci beaucoup, Jérémy. Et Pardon, Sarah, dis-nous. Excuse-moi. Il y a un décalage en plus. Donc oui, nous c'est pareil, c'est que pour la société Kermat, pour nos modèles, ils ont besoin d'une validation sur le terrain, sinon nos modèles peuvent tout et rien dire parce que c'est pareil, c'est de l'entraînement supervisé. Après, dans la question du suivi des bactéries, en particulier, et de données immunologiques. Donc données immunologiques, ce sont des données environnementales spécifiques aux eaux intérieures, les lacs et les rivières et les étangs par exemple. La difficulté qu'il y a, c'est l'harmonisation de ces données. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de paramètres environnementaux qui peuvent être pris pour suivre la qualité et la quantité de l'eau.
chacun avec des méthodes différentes, des méthodologies différentes, des unités de mesure différentes. Donc il y a tout ce processus de nettoyage des données et d'harmonisation de ces données qui est très difficile. Et c'est pour ça que se baser uniquement sur l'imagerie satellitaire, ça peut amener à des énormes erreurs. Et du coup, tout l'intérêt de sociétés comme les nôtres, qui sont composées, des petites structures, mais composées d'experts en la matière, permet d'améliorer considérablement ces modèles et en fait est essentiel parce que comprendre les données limnologiques et les nettoyer et les revaloriser, ça demande une expertise assez pointue. Ça doit être la même chose pour mes collègues ici présents. Et c'est vrai que c'est l'imagerie, l'association de l'imagerie satellitaire avec des petites structures composées d'experts pour combler des manques sur des questions générales, environnementales et sociétales, c'est la base de l'innovation. Ouais, c'est vraiment toujours une bonne transition, mais c'est exactement ce qu'on a remarqué et qu'effectivement, c'est l'innovation pour tous. C'est-à-dire que vos retours permettent aussi, c'est ce que tu expliquais, à ceux qui fournissent de la donnée, de se dire, OK, comment je la fournis, comment je la paramètre, quel est vraiment l'usage au bout, puisque c'est bien de fournir, mais c'est aussi bien de s'adapter. Et une des raisons de l'ESPA, et on verra ça dans la deuxième partie du webinaire, c'est quand même qu'il y ait de l'innovation et de l'activité économique qui soit à l'issue de au bout de ces données et de l'utilisation de ces données. Et pour justement repartir sur cette activité économique, parce qu'on est vraiment vers la fin, qu'est-ce que vous aimeriez en fait dans le développement de votre entreprise là, quelle est votre vision et l'hypothèse de création d'un nouveau service avec d'autres données ou avec les mêmes données, comment vous imaginez un peu la suite de votre activité? La vision à moyen terme ou à très long terme, hein, on s'entend. Sarah, si tu veux continuer, Élodie s'est réinstallée. Oui, ça va. Normalement, on n'est pas encore démarré, donc je capte, je me permets de prendre la main, du coup. C'est ça. Nous, en fait, plus on arrive à qualifier la donnée, parce que c'est un gros travail encore qu'on fait en Europe, plus on arrive à avoir de la donnée de qualité qu'on puisse partager, mieux c'est pour nous, puisqu'on pourra vraiment travailler sur le transfert des pollutions au niveau du bassin versant. Donc là-dessus, moi je suis de formation écotoxicologue, donc ma spécialité c'est vraiment le transfert des polluants et l'impact que ça a sur les écosystèmes. Et c'est vrai qu'on a un gros travail encore à faire sur le croisement de toutes ces données et leur normalisation, en fait, parce qu'on l'a dit, hein, il y a différentes techniques pour l'apprendre, et c'est un des sujets les plus complexes quand on travaille sur l'interprétation de ces datas ensuite. Jérémy, tu veux prendre la suite? Oui. Alors, concernant Kermap, c'est un peu en lien avec ce qu'on a discuté juste avant. Il y a un exemple, il n'y a pas très longtemps, Google a communiqué sur Alpha Earth, cette plateforme basée sur des modèles de fondation. Là, c'est vrai, on a un gros projet, un projet qui s'appelle Lean Life Earth Analytics chez Kermap qui a débuté sur ces modèles de fondation. Et donc, où l'idée est justement d'avoir des modèles qui soient capables, on va dire, d'extrapoler la donnée plus facilement. Pour donner un exemple, je disais tout à l'heure, c'est difficile de collecter de la donnée in situ. On peut le faire sur une partie, une région. Ce type de modèle va permettre ensuite, une fois qu'on a cette donnée-là, par exemple, d'extrapoler et d'aller tout simplement labelliser automatiquement des territoires qui ne sont pas labellisés. Mais aussi sur des sujets sur l'irrigation ou la gestion de l'eau, pareil, de pouvoir en fait tout simplement démultiplier les modèles qu'on est capable de développer aujourd'hui pour couvrir de plus grandes zones, des plus grands territoires ou être, comment dire, plus performant sur l'ensemble de l'horizon temporel qu'on veut couvrir. Et donc c'est vers ce genre en tout cas de technologie qu'on s'oriente à moyen et long terme. Et je le disais tout à l'heure, tout ce qui est augmentation de la donnée, avec notamment l'IA. Et ça, c'est des choses qu'on fait déjà. Je disais qu'on
on va communiquer, on a déjà communiqué sur cette partie super résolution. Et voilà, c'est les axes en tout cas qu'on est en train de développer. Ça permet aussi de construire des services où, pour des non-spécialistes de la donnée spatiale, parce que nos clients aujourd'hui sont des non-spécialistes de la donnée spatiale, de pouvoir l'exploiter, l'analyser et la comprendre beaucoup plus facilement. Sarah? Donc oui, nous, c'est sûr que en ce qui concerne nous, notre spécialité, c'est vraiment dans notre équipe les questions concernant la gestion de la qualité et la quantité de l'eau à l'échelle du bassin versant. Et c'est vrai que chez Watershed Monitoring, à l'heure actuelle, on s'expertise maintenant sur comment valoriser cette imagerie satellitaire pour des questions environnementales concernant l'eau. Et on a maintenant des contrats un peu partout, à plusieurs endroits du monde. Et on s'aperçoit que chaque pays a ses spécificités administratives concernant la gestion de l'eau, mais les problèmes se ressemblent beaucoup. C'est souvent les mêmes problèmes qui reviennent. Donc maintenant qu'on a bien identifié un peu les besoins attendus par chaque pays et chaque institution publique qui gère l'eau, on va orienter nos futurs services qui utilisent l'imagerie satellitaire pour répondre à ces besoins. Merci énormément. Je vais terminer juste par une dernière question avant de donc laisser la parole aux participants, si jamais il y en a certains qui ont des questions. Et c'est surtout ça part du constat que finalement l'utilisation de données satellites pour pouvoir concevoir une solution n'est pas une chose unique. Donc souvent ça se complète par des données qui viennent d'ailleurs, notamment au sol. Mais malgré ça, j'aimerais que vous nous disiez ou quel conseil donneriez-vous aux futurs participants pour les inciter à utiliser des données spatiales, notamment parce que nous, on va leur envoyer très bientôt un ensemble de ressources, comme je le disais au début du webinaire, de l'ESPA, donc pour apprendre aux participants justement comment concrètement utiliser ces données satellites. Quel intérêt selon vous, quel conseil donneriez-vous aux futurs participants du hackathon? C'est une question surprise, hein. Jérémy, tu veux commencer? Ouais, non, alors, j'ai jamais participé à un hackathon, j'en ai vu, mais du coup, j'imagine que c'est une partie déjà assez longue et complexe de sélectionner la bonne donnée, trouver la bonne donnée. Donc là, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est d'avoir des outils comme ChatGPT et autres qui nous permettent de trouver assez facilement les données et qualifier les données. Mais non, c'est assez complexe en fait aujourd'hui de trouver des jeux de données de qualité et qui répondent correctement aux problématiques qu'on cherche. Hein. Nous, je vous le disais tout à l'heure, on commence à travailler sur des territoires comme la Chine, les États-Unis, le Brésil. Et pour trouver des données qualitatives qui nous permettent à développer des modèles sur ces régions-là, c'est compliqué. Mais du coup, là où je pense que dans le passé, on aurait mis, il aurait fallu contacter les agences nationales, ce genre de choses. Aujourd'hui, on trouve vraiment des données assez qualitatives partout. Donc, bon, je n'ai pas de conseil particulier, mais le mieux, c'est les données publiques, les données massives et les données qualifiées. En tout cas, nous, c'est avec ce genre de données qu'on travaille. Très bien. Sarah ou Elodie? Oui, parce qu'Elodie doit partir. Son train va bientôt décoller. Elodie, pardon. Je suis désolée, je serai avec vous ensuite, mais j'ai peur que ça coupe après. Même conseil que Jérémy là-dessus, et puis pour avoir fait des hackathons et avoir participé au premier hackathon, surtout pas trop s'éparpiller, on a peu de temps. Le but, c'est pas de tout faire avec 10 000 jeux de données, mais d'en sélectionner un, de pousser le projet jusqu'au bout et de pas oublier à qui on veut s'adresser au final et ce qu'on veut faire avec. Et se garder ça en tête comme fil rouge, même à 1h du matin, quand on veut révolutionner le projet sur un coup de tête parce qu'on est tous trop fatigués. Voilà. Ça sent le vécu. On est d'accord. Sarah, si tu veux aussi partager ta vision de
comment on peut commencer à expérimenter, tu vois, pour pas effectivement se perdre, pour faire rapide. Et de toute façon, ce qu'on a produit au bout d'un hackathon, on jette, on garde l'évolution de l'idée, mais voilà, on expérimente, on apprend. Voilà, quel serait ton conseil? Moi, en fait, c'est un peu un mash-up des deux conseils de Jérémy et Elodie. En premier lieu, c'est vraiment bien définir ses objectifs et bien identifier les forces et chacun des partenaires de l'équipe et rester sur cette ligne droite jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, un hackathon, c'est court et on n'a pas le temps de s'éparpiller. Donc, le gros du travail au début, c'est vraiment définir les objectifs et les tâches et rôles de chacun selon les expertises. Et après, en règle générale, pour l'utilisation de l'imagerie satellitaire, pareil, bien comprendre ses besoins et donc définir ses objectifs et ne pas hésiter à faire des partenariats avec des petites entreprises, des institutions publiques, selon le besoin qui a été spécifié, pour répondre idéalement je reviens à ces besoins. J'avais une meilleure phrase dans ma tête et je l'ai oubliée entre-temps. Mais c'est ça, le partenariat avec des expertises diverses et variées est nécessaire dans l'utilisation de l'imagerie satellitaire qui peut donner tout et n'importe quoi aussi. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'en fait, pour conclure un peu sur le hackathon, et on laissera 5 minutes de questions, il y a plein de coachs. En fait, les collectivités, les partenaires, on se dit c'est un week-end, mais ils sont présents en fait. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter et à les interroger et interroger les autres participants. Et c'est vrai que c'est de bons conseils. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on prend juste 2 ou 3 minutes oui, pour faire. Merci beaucoup, Elodie. Si jamais tu n'arrives plus à prendre la parole, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les écrire si vous ne voulez pas prendre la parole, pas de souci. Hein. On les lira. Sinon, c'était très clair. Est-ce que vous voulez aussi peut-être, pour ne pas vous frustrer, vous laisser un mot à... Alors, Philippe, au final, l'équation a comme finalité de proposer une amélioration sur l'usage de l'eau. On vous laisse répondre, mais c'est vraiment sur l'usage et la qualité de l'eau, surtout. Jusqu'à l'heure actuelle... Ah pardon, il y a encore l'écho. C'est bon. C'est bon. À l'heure actuelle, c'est une question simplement essentielle parce que aujourd'hui, il n'y a aucune industrie, aucune agriculture, aucune communauté qui peut survivre si notre eau vient à manquer ou si elle est de mauvaise qualité. Donc, si on est dans un modèle économique qui cherche à produire, on a besoin que ce soit une question centrale, la sauvegarde de la qualité et de la quantité de l'eau sur les territoires. Et voilà. En fait, Philippe a précisé. Ouais, Philippe, on peut activer le micro peut-être? Ouais, je disais que Philippe a précisé, c'était une question en 2 temps. Mais donc il disait, au final, l'équation a comme finalité de proposer une amélioration sur l'usage de l'eau ou de proposer un meilleur usage des données satellitaires. Bon, là, ça complète la question. J'ai envie de répondre à Philippe. Finalement, la réponse à ta question, c'est l'amélioration des usages de l'eau. Et il faut voir les données satellites comme un moyen pour pouvoir atteindre ce résultat. C'est finalement l'intérêt de l'utilisation de l'imagerie satellite. Bon, je laisse donc les intervenants compléter. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le but aujourd'hui des données satellites. Ce n'est pas un but lui-même, mais c'est plutôt un moyen pour pouvoir compléter ou concevoir une nouvelle solution qui répond in fine à la grande problématique de l'amélioration de la qualité et des usages de l'eau de manière générale. Et on a la chance, effectivement, vous le soulignez, qu'en Europe, on a quand même des données qui sont fournies gratuitement et qui, même si elles sont améliorables, sont quand même de grande qualité. Et que vous, en tant qu'utilisateur de ces données dans votre entreprise, qui a pour but tous les trois une meilleure usage
de cette ressource en eau, vous faites aussi des allers-retours en fait avec ceux qui fournissent la donnée, comme tu l'évoquais Sarah. Donc c'est vraiment dans un cercle vertueux que vous vous inscrivez pour qu'à la fin, la ressource d'eau elle soit disponible et de qualité. On va passer, alors s'il n'y a plus d'autres questions, pour rester dans le timing, à la deuxième partie de ce webinaire. Merci encore pour vos participations, de vous être pliés en quatre, soumis aux aléas des bouchons, du train, de la météo en Bretagne, ça fait super cliché, mais il fait beau derrière, on le voit. Mais tu étais tellement bien confortablement installé qu'il fallait qu'on dise un truc. Merci encore à vous trois, et puis on va passer à la deuxième partie de ce webinaire. Alors moi, je laisse la parole et la place. Voilà, je regarderai les questions. Merci Jérémy, merci Elodie, merci Sarah. Donc cette deuxième partie du webinaire, on a une invitée spéciale qui nous rejoint de l'ESPA, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce n'est pas l'ESA, c'est l'ESPA, donc l'agence européenne de l'Union européenne pour le programme spatial. Donc est-ce qu'on peut piner Voilà, c'est elle. Ah, c'est bon. Et donc je tiens à préciser également que cette deuxième partie du webinaire aura lieu en anglais. Parce que donc Elisa comprend très bien le français, mais pour s'exprimer, c'est plus simple pour elle de le faire en anglais. Donc je pense que vous comprenez tous l'anglais, ou sinon vous pourrez, je pense qu'il y a moyen de mettre des sous-titres par la suite. Elisa, welcome. Can you hear us? Yes, I can hear you. Wait, the camera, I think okay. Sorry. Yeah, can you hear us? We can Hello. see you. Can you hear us? Yes, I hear the echoes. Yeah, that's all right. So thanks and welcome to this webinar on space for water management. Maybe let's begin the conversation by introducing a little bit yourself. Your role at EOSPA, and also, before the first question, actually explain us what's EOSPA, and maybe you can share this with the participants that aren't experts on the space industry. So explain it really simple. Okay, nice to meet you, everyone. I am Elisa Touré. And I work as a consultant at EOSPA in the market and downstream. Well, I'll tell you first a little about myself and then about EOSPA. I'm an ecologist. I'm a PhD in ecology, and I have a strong background in Earth observation, more on the monitoring biodiversity and vegetation and biodiversity drivers side, and in developing algorithms and workflows, methods to do so. At EOSPA, I work as a consultant, and EOSPA is it takes care, is the European Union Agency for the Space Program, and it takes care of the implementation of the space program components. The main ones being Galileo, that is the Europe's global navigation system, and Copernicus, the Earth observation program, that maybe is the most famous one, I don't know. And as a consultant, I work on the Copernicus mission, so Earth observation. I'm not really an expert on GNSS. EOSPA also is a market enabler, we can say, because it tries to connect also the user needs with the space data, like supporting industry, research, and also startups in developing like innovative applications with the use of the space data and all that that the space program provides.
And that's it. I don't know if I was clear. Yeah, absolutely. Can we activate maybe the micro? Sorry. Sorry. Yeah, that was completely clear. So thanks. And before digging into some of priorities from EOSPA, can you tell us a little bit how EOSPA and European Union leverages space to support sustainable water management? Okay, well, we know that I already didn't follow the first part of the webinar, and sure you already talked about how water management is becoming a priority because also of global change and all that is going on with the climate. Everyone saw that in the last years, droughts, floods, they increased, and especially in Europe, like in Germany, Belgium, Slovenia, also in Italy. And so, like for the European Europe, the priority is water resilience, so the ability to prepare for, withstand, and adapt and recover from these extreme events. And so to recover of floods, droughts, and also water quality crisis. Mm-hmm. And there's European Commission presented a water resilience strategy to do so, and this vision also aligns with the European Green Deal and the European Climate Adaptation Strategy. And in this context, also, like the spatial data can help. Now we will see during the webinar more in detail, but they can aid to this. To the water management and to help the implementation of this strategy. Thank you very much. So that's really clear. I have one question. What information do you have in terms of specific programs or initiatives that EOSPA wants or have already implemented to really be aligned with their current policies on this topic? Can you give us some examples of some programs? Like for instance, I spoke at the beginning of the webinar. I gave one example, the Cassini hackathons. So, what kind of initiatives has EOSPA implemented in this regard? Okay. Okay, like to help with we have like, okay, there are the main program to help with this, with the water management in general is, I think it's the Copernicus program. So with the satellites, with the Earth observation, for example, we have the Sentinel-1, that is the radar, that's essential to monitor floods. It also works day and night, and the Sentinel-2 that is widely used also for monitoring the water quality, coastal and inland. And the Sentinel-3 also provides data on sea and the lake surface, and also the topography, temperature, and supporting water monitoring. So, like, I think the provision of data is the main help that EOSPA can provide, and there are also like the Sentinel mission are like raw data. But there are also available the Copernicus services that where we can provide like some more elaborate information from the raw data that are the Sentinels. For example, we have the CHEMS, the Copernicus Emergency Management Service, that supports authorities with flood and drought mapping.
and it also has the on-demand mapping for these events. Also, the C3S, the Copernicus Climate Change Service, that provides also long-term climate indicators in the context of water management, sea level rise, and also water levels are fundamental to, and also evaporation loss, I think they have there, and other stuff other data that are really useful for the water management. And also the Copernicus Land Monitoring Services, CLMS for the inland water, for the level of the water. And also with Galileo, for example, they can support hydrology, positioning with the positioning in hydrology. They can support like in situ measurements and also new technologies. And yeah, we have to like make good use of this data. We have some initiative like Cassini and the Horizon projects. That Horizon is more R&D, Cassini is more to support startups and entrepreneurs with also competitions, hackathons, as you mentioned, where really the researchers and startups can put their ideas to build new applications, to really like to really use this data in a good way to help with different topics and also water management. Yeah, that's really interesting, and you have so many tools. I was wondering if EUSPA has some thing like a e-learning platform where actual like current participants from, for example, the future participants from the Aquathon can have access to and begin like investigating on how they can use all of those tools. Does EUSPA provide some kind of guidance to show how to use, how to each one of the tools of the technologies, European technologies that Europe provide? Sorry, I didn't hear the end of the question. Yeah, I was saying that does EUSPA provide some kind of guidance to support the promotion of these European technologies to participants worldwide that want to use this technology but don't know how to? Okay. To like explore this data, there are, for example, for the Copernicus services that I mentioned, the dedicated pages. Then to have access to the data, you can use also Wikio or the Sentinel app to download your data. To learn how to use them, there's not really a support in that. There's the EUSPA Space Academy. There's a portal where there are videos for that. Where you can kind of like, for a beginner, get into it a little. But I would also suggest for someone that wants to participate on this initiative, maybe to explore also the platforms that were already developed, like from these projects. For example, for the water management side, there are some interesting portals like WaterJade that was developed by an Italian team in Horizon 2020, and it's a platform that enables helps agriculture, hydropower companies to make decisions. They do consultants' job to help them to manage like more on urban agriculture water. There's also another platform
like the results of another horizon, for example, SWIM, surface water information management, that integrates Copernicus and Galileo data with AI and provides real-time water monitoring and risk alerts to authorities. There's CCARS, also from Croatia, a Cassini competitor for startup that used Sentinel-2 imagery to monitor coastal water quality. And also SNOWCOP, that is an Horizon project ongoing for monitoring the melting snow in the Andes. That is really interesting. Okay, great. And also about the new initiatives, next week, actually, here in Prague, we will host the Cassini Entrepreneur Days on the 8th and 9th of October. I think registrations are still open if someone is interested in attending. I don't really know if it's only in presence or also online. I think in presence. Mm-hmm. And also on the 5th of December, there will be the USPA Downstream Day, where the new Horizon calls will be announced. Great. We will. Can we, Nicolas? Sorry. Yeah. Sorry, the micro was off. So we will make sure to share with all the participants about the EOSPA Space Academy. I am sure that there they'll find the tools that they can use to begin familiarize themselves with space technologies. Maybe can you? We can finish the discussion by asking you, for example, why would you recommend the participants, the future participants from the Aquathon to use space technologies to try to resolve some water management related issues, knowing that they aren't experts on the field? Why space technologies may be interesting to resolve this? Because like space technology has a lot of potential actually for a lot of fields, actually, not only water management. It depends, I think, also on the specificity of the problem. Like usually, like without space technology, you have to go on the field, you have to do measurements, you have to do a lot of stuff. But like with space data, it's more cost effective, actually. Also with the Copernicus program, there are limitations. I don't lie about that, like about spatial temporal resolution and all this stuff. But you can get good results from it, depending of the application, or the specific application that you're using it for, obviously. But it's cost effective, and it's really easy and fun to to play with the data and build something interesting. And you need also real data on the field for the validation. But once you do that, once you validate your models and everything, it gets you can really have very good results and very good application. For example, if you go to check out also the platform that I mentioned earlier, and there are a lot more also for biodiversity, and all of the stuff is really interesting, and it's a big world of data that only needs to be to be used and to be integrated and to be made more accessible to the public. Because if you say to someone that maybe a farmer, okay, you can use Sentinel-1 to monitor your field, for example, it doesn't know what you're talking about. So it's also a challenge to
to bring this kind of data to him, like in a way that he can really use it, understand it, and make a really good use of it. And also, okay, there are some limitations now, but there are also future Copernicus expansion missions that will solve a lot of them, and the data will become even more useful once they will be operative. Thank you very much, and let's keep in touch. I am in touch with Peter, so the colleague that puts us in touch, for maybe you being a future coach for one of our hackathons that we are organizing. It's a informal invitation, I mean. So thank you very much, Elisa, for all your feedback on what Europe does for space and space for other purposes. I let the floor to the public. Do you have any questions for Elisa regarding space, European space technologies? Feel free also to send a message. Also, we will make sure really to share all of these European initiatives with you, the EOSPA Space Academy, so you can begin familiarize yourselves with how to use these space technologies, these tools, and also us from ISU will provide some guidance on it before the hackathon and also during the hackathon. So thank you again, Elisa. And if nobody has a question, I think we can close this webinar. Et donner rendez-vous à tout le monde les 7 et 9 novembre. Yeah, and so I'll say it in English for Elisa. So the 7 and exactly. So the 7 and the 9th of November participates to the hackathon. And now in French, donc les 7 et le 9 décembre, participez au hackathon, rendez-vous au hackathon. C'est ça, on vous enverra de toute façon toutes les informations. Thank you very much. Thank you Elisa, thank you everyone, merci Elisa, merci tout le monde et à très bientôt. Thank you.